18 octobre 2022. Bienvenue sur ma chaîne pour une petite revue d'actualité géopolitique. Bon, voilà quoi. Bon, on va aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'une petite déclaration très très courte de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, si on peut considérer qu'un tel machin existe. Le chef des affaires, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Donc, qui déclarait donc au Luxembourg dans un meeting sur les collecteurs de fonds pour l'Ukraine, nous avons les moyens, nous avons les fonds. Voilà. Bon, en fait, c'était dans le cadre d'une polémique et d'une histoire dont on va pas beaucoup vous parler, mais qui grouille en ce moment dans les milieux de Bruxelles et de l'Union européenne. En effet, il existe un fonds de l'Union européenne pour rembourser les fournitures d'armes à l'Ukraine par les États membres. Alors évidemment, tous les États, donc les États membres fournissent des armes, des stocks d'armes à l'Ukraine pour aider l'Ukraine et présentent la note à la Commission européenne qui se fait fort de rembourser les fonds. Et donc les pays de l'Est, en particulier la Pologne ou les pays baltes, etc., se sont joyeusement jetés sur cette occasion pour se débarrasser de de leur vieux stock de l'époque soviétique qui étaient noyés dans la poussière, dans des hangars, quoi, pour les envoyer en Ukraine, et présentant la note au fond donc, de remboursement européen. Sauf que on apprend dans le magazine Politico, le site Politico, site américain, que ben, ce fonds il est complètement il est à sec. Il commence à être vraiment à sec. Parce qu'ils en ont bien profité. Et donc là, la Pologne venait de présenter une note de 1,8 milliard d'euros pour donc le remboursement d'envois de stocks de vieux chars soviétiques, etc. Bon. L'Union européenne n'ayant plus le fonds n'ayant plus les ressources pour rembourser ces 1,8 milliard, une négociation a été faite et finalement on est venu sur un accord à 46% de la somme serait remboursée par le fonds. Et les Polonais ont été obligés d'accepter, bon gré mal gré, en fait malgré, quoi, en maugréant, de ne reprendre que finalement de ne toucher que même moins de la moitié de la somme qu'ils estimaient devoir toucher. Et donc, bon, ben voilà, ça montre tout cette. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ça montre un truc, c'est qu'actuellement, ça va devenir de plus en plus difficile pour les chefs d'État de financer la guerre en Ukraine, pour les chefs d'État européens de l'Union européenne. Et de moins en moins tentant, parce que jusque-là, c'était sympa, on pouvait se débarrasser, surtout pour les pays de l'Est, avec des énormes stocks de vieilles armes soviétiques périmées, etc. C'était sympa, on pouvait s'en débarrasser, vider ces hangars tranquillement, et se faire rembourser en argent frais par, par la Commission européenne, aux frais du contribuable européen, aux frais de vous, hein, de moi, hein, évidemment. Voilà, bon, malheureusement, les fonds sont taris. Et donc, ça va devenir moins intéressant de l'Ukraine. Hein. Il va y avoir quand même un petit moins d'enthousiasme de leur part. Voilà, bon, bah, c'est à suivre. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, mais sinon, on va revenir un peu au sujet du moment. On entend partout dans les médias que la Russie, en fait, balance des missiles sur l'Ukraine, des vagues de missiles, parce qu'elle, en fait, elle épuise tous ses derniers stocks de munitions, elle est à court de munitions, et c'est la fin, quoi. C'est le signe que Poutine est complètement en fin de course, que la Russie est aux abois, que plus rien ne va, que voilà. D'un autre côté, moi je me souviens qu'il y a 3 ou 4 semaines, une déclaration de Vladimir Poutine qui nous disait que, en fait, la Russie n'avait pas encore commencé réellement les hostilités, que la guerre pour la Russie n'était pas commencée. Donc, que dire? Que penser? Bon, on peut essayer de trouver des choses, des indices, quoi. Je veux dire, par exemple,
Là, on apprend que donc Arestovitch, le porte-parole de Zelensky, le porte-parole du gouvernement ukrainien, c'est un peu le Bagdad Bob, c'est pour les anciens qui se rappellent de la guerre en Irak, du gouvernement Zelensky. Arestovitch avertit que les Ukrainiens allaient subir des blackouts pour cause de bombardements russes sur les infrastructures électriques de l'Ukraine. Et que donc 30 ou 40 à 40% de ces infrastructures avaient été touchées, détruites, et à mon avis c'est sous-estimé. Je pense que c'est un peu plus encore. En tout cas, 40% c'est énorme déjà. Et que donc des blackouts ce serait inévitable cet hiver en Ukraine. Bon. Est-ce que c'est vraiment le signe de la fin pour la Russie? Je ne sais pas. On peut voir par exemple aussi que l'Arabie Saoudite, soi-disant, donc l'Arabie Saoudite souhaiterait rejoindre les BRICS. Ça, c'est une déclaration du président sud-africain. Donc Afrique du Sud, membre des BRICS, hein, c'est le S de l'acronyme. Donc le président sud-africain donc, aurait dit que l'Arabie Saoudite aurait manifesté son intérêt, son grand intérêt à rejoindre les BRICS. Alors bon, moi je veux bien que les Saoudiens soient des débiles, mais est-ce qu'ils sont vraiment si débiles que ça, au point de rejoindre un pays qui est en déroute, qui est en train de jeter ses derniers missiles sur l'Ukraine avant de partir complètement en débandade? Je pense que les Saoudiens, ils ont des renseignements, ils ont des services de renseignement efficaces, etc. Et s'ils choisissent de rejoindre les BRICS, qui sont une organisation dont, bon, évidemment, la tête de pont, la tête de pont bicéphale, disons, on va dire, c'est la Russie et la Chine, évidemment. Bon, est-ce qu'ils seraient si pressés de rejoindre les BRICS, tout comme l'Argentine aussi, qui a demandé à rejoindre les BRICS? Bon, est-ce que ces gens sont vraiment... Est-ce que Erdogan, qui a donné son accord pour que la Turquie devienne le hub gazier de la Russie, est-ce que Erdogan a des renseignements qui sont complètement faux et qui le trompent sur l'état de la Russie au point qu'il accepte un tel deal, tout en sachant que la Russie est en perdition? C'est à réfléchir. Mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire en dessous de la vidéo, hein, si vous avez un avis là-dessus, ça m'intéresse de le connaître. Moi, je pose juste les questions, hein, voilà. Bon, voilà, on peut revenir sur les fameuses frappes de drones qui ont frappé l'Ukraine hier, lundi. Est-ce que ces drones, apparemment, ils ont touché des bases militaires, mais aussi carrément dans le centre de Kiev. Donc plusieurs drones ont touché le centre de Kiev, dont les bureaux d'une des principales compagnies énergétiques de fourniture d'électricité en Ukraine. Ukrenergo, ou un nom comme ça. Bon. Et est-ce que... voilà. Donc ces drones, apparemment d'origine iranienne, hein, qui ont été vendus par les Iraniens aux Russes, bon voilà, ont touché donc ces bâtiments en plein centre de Kiev. On a pu voir des vidéos donc de militaires dans Kiev, de policiers, je crois, dans Kiev, tirant à la Kalachnikov sur les drones. C'est ça la défense aérienne du pays qui va battre la Russie. C'est des policiers qui tirent en plein centre de Kiev, de la capitale, qui tirent sur des drones, de façon totalement inefficace, évidemment. C'est ça le pays qui est en train de gagner face à la Russie. Moi ça me donne l'impression que, en fait, les défenses antiaériennes de toutes les villes ukrainiennes ont été dégarnies par le régime ukrainien, par Zelensky, pour aller sur le front, évidemment protéger les troupes qui avancent sur Kherson et sur le nord de la région de Kharkov. Et que rien n'a été laissé dans des villes comme Poltava, qui a été touchée aussi par des drones, comme Kiev.
et que les défenses aériennes, elles ont été... Et donc là, on a vu tout de suite les alliés de l'Ukraine, les Occidentaux, se précipiter. On va donner des matériels de défense aérienne, les Américains des Patriotes, les Anglais des missiles anglais, les Français aussi, des systèmes de défense antiaérienne français. On va les donner vite, vite, vite. On va les donner à l'Ukraine pour se protéger ses villes. Mais la Ukraine en possédait des systèmes de défense antiaérienne. Soit ils ont été détruits, c'est probablement le cas pour une partie d'entre eux, soit ils ont été tous mobilisés à l'est sur le front. Et rien n'a été laissé pour protéger les grandes villes. En tout cas, je crois que par ces frappes, les Russes ont prouvé que l'Ukraine n'avait aucune défense aérienne sérieuse et que se contentait de tirer à la Kalachnikov sur des missiles, sur des drones qui font évidemment l'effet de missiles, quoi. Donc est-ce qu'on a là un pays en perdition, enfin la Russie, un pays en perdition, en train de reculer partout, en déroute à Kherson. Alors bon, sur le terrain, on voit aucune avancée ukrainienne depuis plusieurs jours sur Kherson. Des tentatives, mais qui échouent, et avec de lourdes pertes. Mais aucune avancée, apparemment. Les Russes se sont placés en état de fortification pour défendre la partie qui les intéresse de cette région, pour l'instant. En attendant l'arrivée de renforts et probablement une contre-attaque qui va venir. Et si d'ailleurs, ce qu'on peut voir venir, parce que bon, quand un pays, en général, attaque un pays ennemi, on a coutume de penser que la première chose qu'il fait, c'est de détruire les infrastructures électriques, les infrastructures de communication. Or, depuis des mois, pendant des mois, on s'est demandé ce que faisait la Russie. L'Ukraine avait toujours de l'électricité, l'Ukraine avait toujours Internet qui fonctionnait parfaitement, etc. Et tous ces services n'avaient pas été touchés par les bombardements russes, etc., qui se contentaient de visiter des entrepôts militaires, des entrepôts de munitions, etc., mais jamais de toucher les infrastructures électriques ou de communication de la Russie. Et on se demandait, mais pourquoi ils font ça? C'est complètement contraire à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis là, depuis l'attaque du pont de Crimée, paf, 40% des infrastructures électriques de l'Ukraine ont été bousillées par les Russes. Est-ce que ça correspond plus au schéma que nous donne LCU et les médias d'une Russie en perdition, en train de balancer ses dernières munitions sur la population civile ukrainienne? Ou est-ce qu'on est plutôt dans le scénario que nous annonçait Poutine il y a quelques semaines, quand il nous disait que la Russie n'avait pas encore commencé sa guerre? Je pose la question. C'est une question qu'on peut se poser. Voilà, et bien, bon, bah, écoutez, je vous laisse sur ces quelques réflexions. Je pense qu'il y aura encore d'autres choses à dire, mais ça ferait une vidéo un peu longue. Il me semble que j'avais d'autres autres arguments en tête qui me... Mais évidemment, sur le moment d'enregistrer la vidéo, je les ai plus, bon, c'est pas grave. On les ressortira peut-être dans la prochaine. En tout cas, mettez-moi en commentaire si vous avez des idées par rapport à tout ça. Est-ce que c'est la fin de la Russie, c'est la fin du régime de Poutine, ou est-ce que c'est la fin de l'Ukraine en réalité? Et le début de la vraie offensive russe? Oui, par exemple, une des choses qui m'avait aussi alerté, c'est on a appris que la Serbie, la Chine, l'Égypte et d'autres pays avaient demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Alors ils ont des renseignements, ces gens, parce que nous on nous dit que c'est l'offensive ukrainienne finale, que la Russie est en déroute. Et ces pays, et là récemment, je crois que, non, c'est ce matin, c'est l'Italie qui a demandé aux ressortissants italiens de quitter l'Ukraine. Moi, je me pose la question, est-ce que ces gens, ces pays, ces gouvernements ont des renseignements qui leur disent que quelque chose se prépare, qu'une offensive russe se prépare en Ukraine, ou est-ce qu'ils sont complètement désinformés, que nos spécialistes de plateau, de LCI, etc., sont des génies, peut-être que BHL est un génie, et que Ursula est absolument géniale, elle maîtrise tout, et Macron et Biden sont supérieurs, et peut-être que nous, on se fait, moi, le premier, je me fais totalement manipuler par la propagande russe, etc. Mais je me pose des questions, je vous les soumets, je vous les soumets dans cette vidéo,
Et, j'attends vos réponses en commentaire si si ça vous intéresse, si vous avez envie de me répondre ou de poster vos commentaires, n'hésitez pas. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Odyssée, et aussi sur Rumble. La chaîne est aussi sur Rumble maintenant. Donc 3 canaux différents, et c'est sympa, et c'est super, les contacts avec le public d'Odyssée est génial. Rumble, ça commence. Mais je vous incite à vous inscrire aussi, hein, sur Odyssée et sur Rumble. Il y a les liens de mes 2 chaînes, qui sont sous la vidéo, dans la partie, je sais plus comment on l'appelle d'ailleurs. Et voilà, vous pouvez la voir, vous pouvez voir ces liens et vous abonner, sur mes chaînes, Rumble et Odyssée. Et ça me fera très plaisir. Et puis vous abonner aussi sur YouTube si c'est pas fait. Si vous regardez cette vidéo sans être abonné, bah, abonnez-vous sur YouTube. Moi, ça m'arrange bien, ça me fait plaisir. Et puis vous pouvez aussi mettre un like, etc. Allez, ciao, à bientôt.